Alors, je suis très très heureuse de cette rencontre ce soir. C'est c'est le premier événement à la Chambre de commerce cette nouvelle année, donc meilleurs vœux à toutes et à tous. On est extrêmement heureuse aujourd'hui donc de pouvoir accueillir et écouter et parler avec Roxane Warza, c'est comme ça qu'on prononce, c'est comme ça, qui est donc directrice de la station F. Station F, je pense que vous avez tous suivi un peu la presse et que vous savez que ça va être le plus grand incubateur au monde, qui ouvre ses portes, l'inauguration en tout cas officielle, c'est planifié pour le 1er avril 2017, donc bientôt. Et je vous dis, on est particulièrement heureuse. Il y avait Katharina Löw, avec qui vous avez eu contact à la Chambre de commerce, parce que ça fait peut-être 2 ans maintenant, 1 an et demi, vous êtes sur votre poste depuis à peu près, oui. On a essayé depuis d'organiser cette rencontre avec vous pour parler de ce projet super actuel et super fascinant. Et en fait, le début de l'histoire pour notre Chambre de commerce, on travaille beaucoup. Notre mission est bien sûr de développer les échanges franco-suédoises et économiques. Et on travaille beaucoup et souhaite encore beaucoup plus travailler avec l'entrepreneuriat. On a fêté nous 100 ans en 2015 et comme projet et thème pendant cette année, nous avons découvert le French Tech, qui était aussi lancé la même année. Donc, on a eu des partenariats avec le French Tech et on a voulu, vous savez que la Suède et surtout Stockholm, c'est un pays, vous connaissez peut-être très bien, mais c'est au niveau de l'entrepreneuriat, it's booming. Stockholm is booming. Et la croissance est très élevée. Stockholm, ça a été classé la 2e capitale au niveau de FinTech, de tech, des entrepreneurs tech, 2e capitale au monde au 2e endroit au monde après Silicon Valley, qui est déjà pas mal. En Europe, Stockholm en croissance dans le tech, Stockholm bien après Londres, mais avant Berlin. Je pense que la France est en train de troisième trimestre l'année dernière. La France avance bien, donc est en train de rattraper Londres aussi. Donc, mais on avait constaté, surtout avec Katharina, quand on a développé ce projet, qu'il y a un énorme potentiel à développer entre la Suède et la France dans ce domaine. Donc, on a beaucoup d'espoir de pouvoir vous rencontrer ce soir. Ensuite, on peut continuer un projet. Nous travaillons énormément avec le Stockholm Chamber of Commerce, qui est notre partenaire, et on fait partie de ces réseaux, qui est très, 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 très active en Suède. On a une excellente réseau en Suède, et on voit qu'il y a énormément de possibilités de trouver des synergies et des investissements communs, des projets communs. Et on aimerait beaucoup travailler avec vous aussi, avec la station F après. Super, avec bienvenue. Plaisir. Merci beaucoup. Bon, je suis ravie. Merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, en effet, si moi je suis là, c'est aussi parce que je suis assez intéressée par une relation franco-suédoise pour la station F. Je vais vous présenter le projet. Je pense qu'il y a certaines dans la salle qui connaissent déjà un petit peu, juste l'événement pour que je vois. Ok, comme ça je vous raconte pas les choses les plus basiques. Moi je pilote ce projet depuis octobre 2015, donc ça fait un peu moins d'1 an et demi. On est 15 personnes basées aujourd'hui chez Free, mais bientôt à la station F. Qui a déjà eu l'occasion de visiter le site? Super. Et juste avant que je commence, j'aime bien savoir qui j'ai dans la salle devant moi. Donc des personnes qui travaillent pour la Chambre de commerce, des personnes qui travaillent dans les grands groupes. Pas de journaliste ce soir? Non. Et start-up, par hasard? Super. Et d'autres profils? Super, merci. Start-up, on va être
On l'a pas vu, ça fait un panel. Vous avez quelques membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Ça ressemble, groupe Volvo, habillé pas voiture, mais industriel. Vous avez Doro, vous avez Anders Fogelström aussi, qui travaille. Donc, mais pas de journaliste, non, de photographe, c'est tout. Bon, je vais commencer peut-être d'abord par me présenter, parce que malheureusement, mon collègue ne pouvait pas être là. C'est la personne qui gère les relations start-up chez nous. Mais donc, je m'appelle Roxane, je suis iranienne et américaine. Je ne suis pas encore une nationalité française, mais j'espère que c'est en cours. Et du coup, avant ce projet, j'ai travaillé beaucoup dans l'écosystème des startups. J'ai piloté Microsoft Venture à Paris, j'étais rédactrice en chef pour TechCrunch France. Je travaille pour quelques startups. Je viens de Palo Alto. Je dis souvent San Francisco parce que les gens ne connaissent pas forcément Palo Alto, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dans la salle connaît. Donc voilà, j'ai grandi là-bas et j'étais passionnée par la France. Et donc j'ai décidé de déménager il y a 7 ans. Voilà. Si vous souhaitez nous contacter, d'ailleurs, je dis ça normalement au début parce que si vous avez des questions ou des choses que vous oubliez à la fin. Dans votre profil, juste oui, les études. Les études, ça nous intéresse, vraiment. Ah oui. J'ai fait UCLA, une licence en littérature française, et ensuite j'ai fait un master qui ne m'a pas servi à grand-chose entre Sciences Po et la LSI en développement économique. Une question indiscrète. Enfin, si vous voulez connaître votre âge. 1985. Ça se demande pas. Non, je suis née en 85. Du coup, si vous avez des questions, souhaitez nous contacter. Twitter, c'est un moyen très efficace chez nous. Join Station F ou mon nom complet. Sinon, c'est aussi contact@stationf.co. On répond à tous les mails, toutes les questions, tous les commentaires. Il n'y a aucun problème, donc vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Donc, juste pour bien présenter le concept de Station F, on n'est pas un incubateur. On est un campus de start-up. Et pourquoi on dit un campus de start-up est le plus grand au monde? C'est parce qu'on se ressemble beaucoup à un campus universitaire à l'américaine. Cette année, on vous présente un espace de travail, l'ancien Alfraciné, et l'année prochaine, on vous présente aussi un espace de vie. Donc on a déjà un projet d'extension parce que 34 000 m², ce n'était pas suffisamment grand, et on fait 15 000 m² de logement à Ivry-sur-Seine, ce qui est à 10 minutes à pied pour les entrepreneurs de Station F. Donc l'année prochaine, il y aura un autre projet en lien avec Station F. Donc juste pour vous présenter un peu des chiffres, donc déjà vous voyez un peu le site, il est assez grand, on est dans le 13e arrondissement, juste en face de la Bibliothèque nationale. C'est exactement la taille de la Tour Eiffel couchée. C'est pas une blague, donc exactement la taille. On estime, parce que ce qu'on a fait, c'est on a coupé notre bâtiment en 3 espaces. Quand on parle de mini start-up, aujourd'hui on parle d'une zone uniquement, je vais vous montrer. Mais en fait, l'ensemble du site peut accueillir jusqu'à 9000 personnes. Donc on a vraiment beaucoup de potentiel. La zone start-up fait un peu plus d'un tiers du bâtiment. Il y a 3000 postes de travail. Et c'est cette zone qui correspond à 1000 start-up. On estime à peu près 3 personnes, voire plus ou moins par start-up, on arrive à 1000 start-up. Donc on peut trouver même plus de 1000 start-up sur l'ensemble du site. Nous avons annoncé, en décembre, on a commencé à annoncer les premiers membres de Station F. Donc il y a HEC qui déménage son incubateur chez nous. Il y a Facebook qui vient d'annoncer la semaine dernière qu'il lance un premier incubateur dédié à la data au monde chez nous. Donc il y avait Sheryl Sandberg qui était chez Facebook pour le faire. Et Vent Privé qui lance également son premier incubateur au monde chez nous, dédié à la fashion tech, forcément. Nous avons aussi 3 fonds d'investissement qui viennent chez nous. Il va en avoir d'autres, c'est pour ça qu'on a mis 10 plus. Les premiers qu'on a annoncés, c'est Ventech. C'est un fonds qui date des années 90, qui a fait plus de 500 millions d'euros d'investissement. Ils ont fait, je pense, 14 IPO. Ils sont très présents en Chine, en Russie, en Turquie et forcément en France. Daphne, c'est le nouveau fonds de Marie Lecland. Je ne sais pas si personne dans la salle la connaissent déjà. Elle est très connue pour avoir investi notamment chez Criteo. Et donc, elle a fait un fonds de 150 millions d'euros. Donc, ils ont aussi une antenne chez nous. Et Kima Venture, qui est le fonds super actif de Xavier Niel, qui fait 100 investissements chaque année, présent aujourd'hui dans 28 pays. Donc, c'est 3 fonds qui seront présents chez nous. Et la raison pour laquelle c'est important pour nous d'avoir des acteurs de profil très différents, parce que là, vous avez vu, dans la zone startup, on a Vent Privé, HEC, Facebook, là, on a des fonds d'investissement, c'est parce qu'on essaie de créer vraiment tout un écosystème sur un toit. C'est pas juste un campus pour
que des startups, mais on essaie d'avoir vraiment tout sur place, un écosystème complet. Donc le projet de logement dont je vous ai parlé, c'est à Ivry. On est en train de construire 3 tours qui vont pouvoir héberger jusqu'à 600 personnes. Donc c'est des co-living, donc c'est des appartements sans appartement qui peuvent héberger chacun 6 personnes. Chaque personne a sa propre chambre et ensuite il y a des espaces communs partagés. Les chambres étudiantes, quoi. Un peu ce concept-là, mais adapté aux startups. Prix abordable. Le montant d'investissement pour ce projet, c'est 250 millions d'euros. Aujourd'hui, tout est financé entièrement par Xavier. Merci Xavier. C'est la station F plus les logements. Plus, ouais, exactement. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais on a d'autres. Il y a plein de chiffres dans ce projet. J'ai l'impression que je parle que de chiffres quand je présente. Donc, on a un Fab Lab sur site. Vous Alors, me on a laisserez déjà. les transports. Pardon ? Vous me laisserez les transports. Je peux vous laisser après, ouais. Il y a un Fab Lab qui est géré par TechShop, c'est une marque qui vient de la Silicon Valley, déjà implantée à Ivry. Il y a 370 places dans notre auditorium. On a 10 espaces événementiels au total sur l'ensemble du campus. Nous avons un restaurant qui fait un tiers du bâtiment, qui peut accueillir 1000 personnes, qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, ouvert au public avec 4 cuisines, un bar. Il y a aussi un café sur une autre partie de la station. Ces espaces sont ouverts au public. Et ça, c'était aussi assez important pour nous d'avoir un espace pour accueillir vraiment n'importe qui, les gens du quartier. C'est pas une petite bulle fermée chez nous. Donc, je me suis déjà présentée, mais je pense que je n'ai pas besoin de présenter Xavier. Tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas Xavier dans la salle, très, très bien. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur la relation entre Kima, 42, les autres projets de Xavier et la station Web. En fait, on traite les autres, enfin on traite 42 et Kima notamment, comme les autres acteurs de l'écosystème. Il n'y a pas de préférence ou de projet spécifique avec eux. Kima, ils seront sur place, mais on les traite comme les autres font. 42, il n'y a pas de lien spécifique avec eux, mais s'ils ont des startups, on les traite comme les autres startups. Donc voilà, c'était très important pour nous aussi de montrer qu'on était assez... on traite tous les acteurs de la même manière. Et bon, je ne vais pas me représenter parce qu'on a déjà fait. Ça, c'est mon équipe. On est assez jeunes, on est assez... finalement, ça ne se voit pas sur la photo parce qu'on a aussi des stagiaires, mais normalement, la moitié de l'équipe est des femmes. Et on a d'autres qui nous ont rejoints. Je pense que je fais partie des personnes les plus âgées. Mon développeur, il a 19 ans. Et donc, l'autre chose qu'on a annoncé en décembre, c'était qu'on va faire aussi notre propre programme. Donc, dans la zone startup, nous avons 10 programmes différents. Donc là, par exemple, il y a la Fashion Tech, il y a Facebook qui gère la data, HEC fait son incubateur. Nous, on fait aussi notre propre programme qui s'appelle le Founder Programme. Donc ça, c'est pour des startups early stage. C'est pour tous les secteurs confondus, même des sujets qui traitent un peu moins la tech. On n'est pas complètement 100% digital, c'est pas obligatoire. Mais on cherche des projets qui ont déjà fait un prototype et qui ont déjà fait une première preuve de concept. Donc on veut voir des chiffres et on veut voir des projets ambitieux. Donc pas des projets où la personne a peut-être créé la boîte en 2010 et commence juste à créer son prototype maintenant. Donc c'est des choses qu'on étudie actuellement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 février. Oui. Vous dites que vous voulez voir des chiffres, ce sont des prévisions ou ce sont des bilans? Quand je dis des chiffres, c'est pas revenu, c'est vraiment téléchargement, combien de clients potentiels, combien de testeurs. Donc vous avez des prévisions? Non, actuel. Ceux que vous avez déjà fait. Acquis? Oui. Okay. Ah oui. Et on est encore start-up à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Oui. Et du coup, ça, c'est des candidatures qui sont ouvertes jusqu'au 5 février. Et on a créé un réseau de 100 entrepreneurs à travers le monde, je pense qu'il couvre 20 pays différents, avec un certain niveau d'expérience en termes de levée de fonds, acquisition, création d'équipes de taille assez importante. Et c'est ces personnes-là qui vont nous aider à faire la sélection. Enfin, qui sont déjà en train de nous aider à faire la sélection. Donc les latest news, je pense que j'ai déjà un peu abordé, mais du coup, on a fait nos premières annonces à TechCrunch à Londres en décembre sur les premiers membres et aussi sur le lancement de Founder Programme. C'était important pour nous de faire cette annonce en dehors de la France parce que ce projet n'est pas du tout un projet franco-français. Je pense que vous voyez ça déjà avec les membres qu'on a. Et c'est aussi pour cette raison que je suis là ce soir. Mais la partie internationale, c'est un axe qu'on travaille beaucoup, que ce soit avec les partenaires, aussi avec les startups qui postulent chez nous, avec les services qu'on propose. Donc c'est pour ça qu'on est allé à Londres pour annoncer. Nous avons accueilli Sheryl Sandberg, le numéro 2 de Facebook, la semaine dernière pour faire l'annonce sur le projet de Facebook chez nous, forcément en présence des alliés. Et on espère aussi avoir plein de choses à annoncer en avril.
c'est qu'on en aura. Et si jamais vous souhaitez postuler aussi, n'hésitez pas. Le site ouvre 1er avril, c'est pas une blague. Et ensuite, on va accueillir les événements externes à partir du mois de juin. Donc, je suis allée assez rapidement pour vous laisser le temps pour vos questions. Oui. Vous qui êtes de Palo Alto, comment se fait-il, et on peut être très heureux, que la France va avoir, ou Paris va avoir, le plus grand site de ce style dans le monde, vu que Palo Alto, San Francisco, tout ce que vous voulez, est connu pour the biggest in the world. Pourquoi ça se fait en France? Non, c'est ça la question? pourquoi la France a réussi à le faire mieux qu'ailleurs? Je pense que c'est notamment grâce à Xavier et le fait qu'il voulait faire ce projet, très sincèrement. C'est son projet, c'est 100% son projet. Il a eu l'idée il y a quelques années, quand il a acheté l'Alfred Ciné. Et à l'époque, en fait, l'idée venait du fait qu'il voyait plein de petits acteurs dans l'écosystème, mais il n'y avait pas de raison pour les gens, quand ils venaient en Europe, tout le monde allait à Londres et à Berlin, et personne venait à Paris. Et il voulait créer une raison pour les gens de se déplacer ici. Ensuite, je pense que Xavier aussi a un peu sa façon de faire. Donc 42, vous voyez, il fait quelque chose avec 1000 étudiants, c'est gratuit. Kima, c'est 100 investissements par an. Enfin, il fait des projets avec des chiffres qui marquent. Donc je pense qu'on peut faire la même chose avec ça. Et si je comprends bien, la prestation que vous offrez, c'est de l'hébergement et des services autour, sous critères d'acceptation en fonction de l'ambition du projet. En effet. Et donc à tarif avantageux. En effet, 195 € par poste par mois. Ce qui est un très beau prix pour Paris. Pourvu qu'on soit élu, on a droit à 195 € par poste. C'est ça, ouais. En fait... C'est combien de mètres carrés un poste? Je sais plus, ça doit être autour de 3 mètres carrés, il me semble. Ouais. En fait, c'est des tables qui ont été faites sur mesure avec un design spécifique, mais je pense que ça va être... En mezzanine. En mezzanine en plus. On est sur certains espaces, on monte jusqu'à 3 étages. Le bâtiment, il n'est pas symétrique aussi, il faut savoir. 2 mètres de plafond, chacun. Parce que, et comment vous allez organiser justement au niveau du support et que vous dites que vous ne serez pas un incubateur, mais en sorte, il y a des... On a plein de programmes différents. Ouais. Donc chaque acteur gère son propre programme. Et nous, le programme que nous, on gère le Founder Programme, on part de 100 startups à peu près. Donc ça va être... on va pas gérer, par exemple, est-ce que vous allez accueillir donc des startups en différentes phases de startups, je veux dire. En effet. Est-ce qu'il y a des startups qui sont déjà démarrées, qui pour faire la demande pour se loger là et avoir un support avec... il y a des équipes d'expertise dans différents domaines, il y a le medtech, il y a le fintech différent. Il y a... vous avez... non, mais je pense que Pascal Gaillet, qui fait partie de notre conseil d'administration aussi, qui est très, très, très dans l'entrepreneuriat. Il dirige de Tradable en France et aussi Air Media, etc. Mais peut-être que toi, tu peux... C'est intéressant de comparer. Tu connais bien cette univers. C'est clairement, comme Roxane disait, c'est la moitié des tarifs parisiens. Et c'est effectivement un projet avec des chiffres qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a vécu. Et pour répondre à la question tout à l'heure qui était posée par rapport à Niel, Xavier Niel, en fait, il est un petit peu pour l'entrepreneuriat aujourd'hui, les startups, ce qu'est un Pinot ou un Arnaud pour l'art contemporain. C'est la capacité intellectuellement à apporter quelque chose à l'écosystème et à ne pas hésiter à prendre des engagements très très importants financièrement, personnels pour le coup. Et ça, franchement, c'est un des premiers arguments pour lesquels... et c'est certainement un des seuls, je pense, pour lesquels Paris est l'élu pour ce projet. Oui. Mais c'est une attitude de fortune américaine. Oui, en effet. J'ai vu dans un article quelqu'un qui disait il nous faut plus de Xavier en France et je suis entièrement d'accord. Mais il va investir, il y a les véhicules, il va investir à titre personnel. Il a son fonds d'investissement. Dans les startups, je dois dire. Exactement, et son fonds Kima Venture fait déjà 100 investissements par an et Xavier fait aussi des investissements en dehors. Il a fait chez Snapchat, Slack, Airbnb, enfin les meilleures boîtes qu'on connaît. Il fait ça à titre perso. Donc il fait beaucoup de choses. Et il prend une participation en retour dans les startups. Exactement.
Excusez-moi. Je vais vous poser une question un peu de quelqu'un d'iconoclaste. Mais quelle est la vision de Xavier Niel? C'est-à-dire, il investit l'argent, mais c'est qu'il a une vision. Pascal parlait de Pinault ou autre sur l'art contemporain. On comprend leur vision. Mais là, quelle est sa vision? C'est accélérer le système d'innovation des startups ou autres. Parce que vous savez que nous, dans nos entreprises, on a un énorme problème. C'est qu'on manque de salariés qui ont cette culture. Et on est à l'affût. On va même des fois jusqu'à l'acquisition de petites startups pour récupérer les personnes. Donc, quelle est la vision de Xavier Niel? Je ne connais pas bien l'histoire 42 parce que j'allais vous poser la question. Dans un projet comme ça, est-ce qu'il y va y avoir à un moment un côté un peu universitaire, enfin universitaire, c'est pas le bon terme, mais éducatif ou autre, pour attirer justement, parce qu'il y a les entrepreneurs et puis on a besoin de jeunes qui n'ont pas forcément les formations de l'université ou dans les écoles. En effet, donc il y a beaucoup de questions dans tout ça. Sur la partie éducation, déjà il a 42, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres écoles en plus. Notre envie, c'est d'être un espace pour les entrepreneurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des cours et avoir des choses liées à l'éducation chez nous, mais notre activité, c'est de travailler avec des startups. Donc il va falloir qu'on crée des liens, mais ça ne sera pas notre activité principale. Après, sa vision des choses, Xavier, il est toujours quelqu'un, enfin je pense que c'est quelqu'un avec un parcours aussi assez atypique. Il adore aider les gens qui viennent des parcours très différents. Et sa vision avec ça, c'est de vraiment développer l'entrepreneuriat dans toute la France, dans tout le monde entier. Et il veut donner en fait la chance aux gens qui n'auraient pas pensé à être entrepreneurs. En fait, son rêve, c'est un peu de transformer la personne qui a un petit resto du coin en entrepreneur avec ce projet. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire parce qu'on voit des gens qui s'intéressent aujourd'hui aux startups, au numérique, au digital, qui n'auraient jamais pensé à ce domaine avant le projet de Xavier. Donc ça, c'est un peu sa vision des choses. Je sais qu'il y avait une question que j'ai ratée. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je revenais juste sur le financement. Donc on a bien compris, il va pas comme Xavier, c'est normal. Côté Caisse des dépôts et côté Mairie de Paris, vous pouvez expliquer un petit peu les liens? Oui, parce que ça a été... C'est un projet un peu plus vaste. Oui, ça a été repris de façon différente dans la presse. La discussion avec la Caisse des dépôts, parce qu'ils pouvaient et ils peuvent toujours rentrer en tant qu'actionnaires minoritaires dans le projet. Ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas montés et ça n'a pas encore été acté. En revanche, c'est un partenaire très important pour nous parce qu'en fait, ils font l'emménagement de tous les espaces autour de Station F et on partage pas mal d'espaces avec eux vu le proximité avec leur zone. Donc, ils ont beaucoup aidé sur différents éléments comme ça, mais ils ne sont pas dans la capitale de ce projet. Et Mairie de Paris? Il n'a jamais été question qu'ils rentrent. Il n'y a pas d'articulation avec Paris Sadco, il n'y a pas de... Non, pas sur le financement. Pas sur le financement. Non, sur d'autres choses. Ils font plein de choses pour les startups et ils pourraient avoir des liens dessus. Excusez-moi, ça va se passer comment au niveau des procédures? Ça va être simplifié pour les startups, pour justement ces entrepreneurs qui sont souvent perdus face aux businessmen, etc., qui ont du mal justement à se révéler. L'objectif, non? Par rapport à quel... j'ai pas bien par rapport à tous ces jeunes talents, en fait, c'est ça le but. Il veut pouvoir recruter des jeunes talents et qu'ils puissent s'exprimer pour pouvoir développer de l'innovation, etc. C'est un petit peu le but. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement? C'est ça? Non, déjà, le premier contact, simplifié pour attirer ces jeunes talents, sans que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. Clairement. Ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement et j'en dis pas plus. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on regarde de très près pour avoir une communauté qui est assez diverse. Donc, pas juste, je sais pas, des hommes et des femmes, des gens des différents pays, mais aussi des gens qui sont des, je sais pas, des endroits défavorisés ou je sais pas où. Donc, on regarde vraiment de tout pour vérifier que les enfants... de communication justement pour pénétrer un petit peu... À ce stade, non, mais c'est quelque chose qui va venir. Ouais. J'avais une autre question. Une fois que les startups, vous les avez identifiées, aidées donc à se structurer, quand il y a des besoins de financement qui vont apparaître plus importants, il y a un accompagnement au niveau financier qui après devra se mettre en place. Alors avec des partenaires, je présume, nous, extérieurs. On a une vraie proximité avec toute la communauté d'investisseurs à Paris. Ouais. Déjà, on les connaît tous et je pense qu'on a quelques fonds qui sont présents. On est en train de mettre en place une autre offre qui va permettre à beaucoup d'investisseurs de venir travailler avec des startups. J'en dis pas plus à ce stade, mais en effet, c'est quelque chose qu'on va simplifier beaucoup pour les startups.
Oui, il y avait de la. Moi, j'ai une question sur l'accompagnement, au-delà de l'accompagnement financier, sur l'accompagnement en formation, faire monter pour aider les startups à se développer, faire monter en compétences sur le sujet, notamment opérationnellement, en dehors des aspects financiers. Donc, chaque programme a son propre accompagnement, a son propre programme. Donc, par exemple, le monde privé sur tout ce qui est fashion tech, il développe le contenu et les différents intervenants et les sujets. Facebook sur la data. Nous, ce que nous, on a créé avec le Founder Programme est basé sur les startups que nous, on a rencontrées. On a rencontré des centaines de startups depuis le début du programme pour les interroger sur ce qu'ils aiment bien, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. On a découvert plein de choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et du coup, on a créé un programme qui est très très simple parce qu'en fait, beaucoup de programmes qui existent aujourd'hui proposent trop de choses qui ne sont pas très utiles pour les startups. Donc, il n'y a pas de mentoring imposé, il n'y a pas d'atelier obligatoire. C'est des modèles très 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 flexibles et qui encouragent des entrepreneurs à partager leurs contacts, leurs connaissances, leur savoir-faire parce qu'en fait, souvent, les réponses à leurs questions se trouvent chez d'autres entrepreneurs. Donc, c'est vraiment ça qu'on encourage avec notre programme. Mais chaque programme est différent, concerne les différents secteurs d'activité, stades de développement, profil d'entrepreneur. Oui, je vois que c'était. Oui, non, c'est ouais. Roxane Badia, merci pour la présentation et la très belle introduction. Moi, j'ai une question, donc Frédéric, je suis directeur commercial de Ralight. La question, elle est jusqu'où va l'accompagnement de Station F en fait? Parce qu'aujourd'hui, je suis au contact de beaucoup d'entrepreneurs, de réseaux personnels et professionnels, mais j'ai l'impression que, ok, en France, on a beaucoup effectivement d'organes d'aide à la start-up en early stage, tu veux dire. La première, deuxième levée de fonds passe, ça va. Mais après, dès qu'on scale up, il n'y a plus personne. Et j'ai l'impression que, j'ai eu oublié dire que c'était la vocation de Station F d'aller jusque-là. Est-ce que pas trop, malheureusement pas, non. Ou est-ce que c'est non, pas encore. La plupart de notre activité va concerner des jeunes startups. Vu la masse qu'on veut avoir, on parle vraiment des boîtes qui ont moins de 10 salariés, qui viennent juste se lancer. C'est aussi ce type d'entreprise qui souhaite être dans un grand open space entouré par d'autres start-upers. Dès que la boîte commence à toucher 10-20 salariés, il souhaite avoir son propre local avec son équipe. Donc on ne parle pas du tout du même type de boîte et les mêmes besoins. En revanche, vous avez complètement raison quand vous parlez de scale-up et de besoins surtout en financement. Ça, c'est pas quelque chose qui est bien traité en France aujourd'hui, mais ça, c'est pas quelque chose qui rentre dans notre cœur de métier. C'est un peu dommage. Une question à la suite de la vôtre. L'accompagnement, c'est limité dans le temps pendant 1 an ou pendant 2 ans, pour justement nous, parce que là, on a dit c'était beaucoup plus longtemps. Pour nous, le modèle est très flexible. Chaque programme, encore une fois, est différent. Mais nous, on permet à la start-up de décider. Déjà, on met tout à disposition de start-up, y compris les outils, les ressources et du coup l'espace. Et c'est à la start-up de décider combien de temps il va rester, ce qu'il veut consommer, qui il va rencontrer. Donc la start-up peut rester 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, en sachant que le prix, il augmente après la 2e année pour que la start-up soit encouragée à partir. Oui, une petite question, si je prends vraiment l'inverse, les grands groupes ou les partenaires, vous avez cité quelques noms, Facebook, HEC, etc. Donc je représente un grand groupe et je prends cette casquette-là. Vous attendriez quoi d'un grand groupe? C'est plutôt des incubateurs précis, l'accélérateur des grands groupes? Vous avez déjà une vision de ce qu'un grand groupe peut apporter? Donc déjà, la stratégie, c'est start-up avant tout. Donc on regarde vraiment qu'est-ce que le grand groupe propose et est-ce que les startups sont vraiment intéressés par l'offre. Donc je pense que dans l'offre de Facebook, quelqu'un qui met toutes ses ressources à la disposition des startups, les ingénieurs, les différentes bases, les outils, à la disposition de toutes les startups intéressées par la data, c'est très très intéressant pour les startups. Donc on a reçu quand même beaucoup de grands groupes qui nous proposaient en effet des programmes d'accompagnement, mais sans beaucoup plus, quoi. Donc on creuse un petit peu. Dès qu'on a un programme qui est intéressant, forcément ça peut rentrer dans le scope. Après, tous les programmes sont complémentaires. Donc dès qu'on a un programme FinTech il est fermé, il n'y a plus personne qui touche à FinTech à Station F. On a d'autres offres, mais en fait les grands groupes et les startups, ce qui les intéresse le plus, c'est une mise en relation. C'est pas forcément, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais en fait c'est vraiment le rencontre. Donc ça, c'est les choses qu'on va travailler dans un deuxième temps, mais aujourd'hui notre priorité, c'était plus de remplir notre espace et de créer notre campus. Je crois que j'ai répondu à la question.
Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'échanges possibles. On parle de la société Ericsson, précisément, qui est une société très innovative et qui travaille beaucoup et qui soutient les startups. Ben, d'une part, vous pourrez avoir des propres projets à vous que vous souhaitez développer. Ça dépend pour vous aussi, je veux dire. Et vous les soutenez, mais vous n'avez pas l'accompagnement des experts et de cette communauté. Donc ça, on peut peut-être travailler ensemble sur ça, je ne sais pas, mais... Et le contraire aussi, qu'on cherche des jeunes startups qui ont une technologie intéressante et qu'on veut travailler avec nous. Vous travaillez, vous développez ces genres de projets. Ça dépend de l'offre. On essaie de tout valider auprès des startups, y compris le design des espaces, toutes les offres. On essaie vraiment de tout valider. Donc quand le grand groupe a quelque chose à proposer, on est ouvert à tout, mais il faut vraiment que ça soit intéressant pour les startups. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le contenu, par exemple, de Facebook, de l'accord avec Facebook? Malheureusement, je n'ai pas plus que ça. Je sais juste qu'ils ont prévu de faire un premier programme, parce qu'en fait, ils ont plein de programmes à distance. Donc, c'est la première fois qu'ils investissent dans un lieu physique. Ils ont 80 postes, ce qui correspond à 10 à 15 startups. Ils ont déjà lancé 5 qui ont été sélectionnés. C'est que des startups qui touchent la data. Et il me semble que ça dure 6 mois. Donc, ils vont changer régulièrement les startups. Et ils mettent toutes les ressources Facebook à disposition. Donc, vous pouvez travailler avec des experts de chez Facebook sur vos projets. Je pense que c'est très, très intéressant. Est-ce que vous êtes développé des réseaux avec d'autres, je ne sais pas comment on va les appeler, alors hébergeurs de start-up dans d'autres lieux européens, par exemple? Donc, partout dans le monde, ce qu'on souhaite faire, c'est de mettre en place quelque chose qui permet aux start-up qui souhaitent aller dans d'autres pays, pas forcément de faire un échange, mais d'avoir au moins un endroit pour travailler ou pour rencontrer des personnes dans les autres pays. Donc, on n'est pas encore annoncé, mais on a déjà cette réflexion en cours. Les sujets traités sur Station F, vous avez dit FinTech, c'est fini, c'est terminé. C'était un exemple. Non, mais d'accord. Est-ce que derrière, quelles sont les grandes familles, les grandes catégories que vous avez en tête en fait sur Station F? Ce qu'on a annoncé pour le moment, c'est HEC, Facebook sur la data, Fashion Tech avec banque privée. Et ensuite, je vous donne quelques exemples, mais je ne dis pas si c'est confirmé ou non, mais on peut avoir par exemple la MedTech, FinTech, on peut avoir aussi des objets connectés, ce genre de choses. D'accord. Donc, c'est quelques exemples, mais... Vous êtes assez ouvert pour le coup. Oui, et on cherche vraiment de couvrir tous les secteurs possibles. D'accord. Et vous cherchez activement, donc à Londres, vous étiez allé à Londres, mais aussi dans d'autres pays, comme la Suède par exemple. Est-ce que vous avez des contacts? En Suède, je crois qu'on n'en a pas eu, mais on a reçu des différents pays, la Chine, Inde, Belgique, Pays-Bas, Londres. Lorsque vous ciblez certains marchés à l'international, vous dites que vous êtes ouvert plutôt à la diversité, etc. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui ciblé certains marchés Non, on n'a pas ciblé certains marchés plus que d'autres. Forcément, je pense que l'intérêt est plutôt sur des pays à proximité, donc beaucoup des pays européens. Après, on a eu, je ne sais pas pourquoi, on a eu beaucoup de candidatures qui venaient d'Inde et aussi des États-Unis. Donc, je ne vais pas l'expliquer. Vous êtes doué à créer plusieurs stations dans le monde? Probablement pas à ce stade. Juste une petite question, est-ce que vous avez des pushers, des helpers à intégrer à la station F? Genre des ambassadeurs? Exactement, qui permettent en fait aux petites startups d'être orientées vers tel ou tel service afférent, notamment peut-être un service de comptabilité, qui les aide vraiment à s'orienter, parce qu'ils sont inexpérimentés, entre guillemets, mais en fait, ce serait vraiment quelque chose de, entre guillemets, assez ludique pour ces gens-là, parce que si j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a un tiers de la station qui est occupée par des startups, mais il y a aussi des personnes en physique qui vont être là, comme Facebook et plein d'autres qui vont être là pour pouvoir les aider, mais s'ils ne sont pas accompagnés vers tel ou tel service par quelqu'un qui peut-être vous représente Xavier, ça va être assez difficile ici. Je ne peux pas répondre pour les autres programmes parce que je ne les gère pas, mais pour le Founder Programme, le feedback qu'on a eu de la part des startups, c'est qu'il y a trop
trop d'offres, trop d'accompagnement, il y a trop. Donc en fait, ils s'en voulaient vachement moins. Donc la réponse que nous, on a trouvée à ça, c'était de créer vraiment quelque chose de très ludique dans un outil qui est très simple à comprendre, simple à gérer. Et ça permet à la start-up de sélectionner les choses qu'elle veut et voilà, de gérer à partir de ça. Il y a un reporting qui va être organisé en fait. Ouais, un peu à la Y Combinator. Mensuel pour savoir où vous en êtes et comment on peut vous aider. Ouais, exactement. Mais on essaie de faire ça plus de façon dématérialisée qu'avec des gens qui accompagnent. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes, mais à quel est le ratio entre le nombre de demandes que vous avez et les places disponibles? Je crois que je peux déjà remplir 2 fois mon... 2 fois ouais. Pas juste mon programme, toute la partie start-up. Il faut réduire la taille du restaurant. Ouais. On a eu beaucoup de demandes, je ne communique pas sur le chiffre exact. Comment? C'est plein, donc il y a plus de place apparemment. On fait la sélection. Pardon? On fait la sélection, on ne veut pas de n'importe quelle start-up. Non, mais vous l'avez rempli 2 fois déjà, donc apparemment il y a plus de place. 2 fois la demande. Non, sur la demande. Non, en fait, je ne communique pas sur les chiffres exacts sur le nombre qu'on a reçu jusqu'à présent, mais sur les premières 24 heures, on avait 500 startups qui ont candidaté, pour vous donner une idée. Et il reste combien de places alors? La part de l'international sur ce que vous avez déjà reçu? Je crois que c'est autour de 40%, il me semble, mais je n'ai pas suivi jusqu'à présent. Ouais. Moi, j'ai vu des boîtes népalaises, japonaises, tout. Faire justement, puisque vous êtes dans la chambre de commerce suédoise en France, qu'est-ce que vous attendez des Suédois? Bah justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Moi j'aimerais bien, en effet, je pense qu'en intro, elle a très bien dit que la Suède fait partie des meilleurs écosystèmes qu'on a en Europe. Et je vois qu'il y a très peu de liens, enfin si je me trompe, mais entre les deux écosystèmes. Donc moi je suis très intéressée pour créer un lien, que ce soit de pouvoir, je sais pas, envoyer des startups françaises et recevoir des startups suédoises, ou de travailler avec un acteur, même des investisseurs, enfin, tout est possible. Donc d'avoir quelque chose en place qui permet de créer ce lien, ça m'intéresse. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui existe? C'est assez flou. Vous êtes open, quoi, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est bon, ça se trouve, mais il faut organiser quelques rendez-vous. La Suède est très concentrée, c'est facile à se retrouver, c'est l'avantage. Donc, les acteurs ou des acteurs ou un peu le deux, comme vous dites. Mais moi, je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a une vraie complémentarité qui connaissent tous dans cette salle, je crois, entre le travail entre français et suédois qui est absolument formidable parce qu'on se complète très bien au point de vue culturel déjà, mais des méthodes de travail, techniquement, etc. Donc c'est très riche et il faut, à mon avis, on va travailler ensemble si vous êtes d'accord. Le fait que vous fassiez une sélection, je ne suis pas contre les sélections, c'est parce que vous avez une ambition de pourcentage de réussite à terme? C'est à la fois lié à la réussite, mais c'est très difficile de définir qu'est-ce que ça veut dire pour chaque startup. Non, c'est plus en fait parce qu'on a vu sur d'autres sites, quand on ne fait pas de screening, en fait on reçoit tout et n'importe quoi. Et c'est pas très qualitatif pour les gens sur place. Donc parfois il y a des gens qui croient, désolé si c'est le cas des personnes dans la salle, mais des gens qui pensent qu'ils sont une start-up, mais en fait c'est une activité de consulting ou c'est pas vraiment ce qu'on appelle une start-up chez nous. Donc nous c'est vraiment de screener et après on veut aussi des gens qui sont ambitieux. Ça va permettre à vraiment aider les gens autour. Si notre programme se base sur l'échange entre les entrepreneurs, il faut mettre les meilleurs ensemble. Donc voilà. J'avais une question aussi. Oui, souvent quand on est en dehors de la France, on a des opinions, des idées un peu critiques vis-à-vis la France, c'est-à-dire bureaucratie, lourd, grandes entreprises, étatiques. Et vous avez travaillé, Saviani, c'est pas un Français typique, mais vous avez travaillé à Palo Alto, dans d'autres pays. Comment vous sentez la France vis-à-vis de l'Angleterre? Vous avez travaillé aux États-Unis? Ouais, moi j'ai travaillé dans les 3 pays. Il n'y a pas d'écosystème ou d'endroit parfait. Il y a des challenges dans chaque pays et c'est des choses que je rappelle à tout le monde. Tout le monde râle sur les impôts ici, mais c'est pas forcément que les impôts sont mieux en Californie. Puis sur le recrutement, je pense que les ingénieurs français sont
assez réputés dans le monde entier. Les ingénieurs en France, les mêmes ingénieurs coûtent un quart du prix dans la Silicon Valley. Les mêmes. Donc si vous voulez commencer une start-up aujourd'hui, vous allez payer 200 000 à San Francisco, vous allez payer 40 000 en France. Donc j'ai rencontré même des investisseurs, moi j'étais à San Francisco pendant les vacances, qui me disaient, aujourd'hui on cherche des investissements dans les start-up qui cherchent de développer des équipes techniques en dehors de la Silicon Valley parce que c'est trop cher. Donc ça peut être vraiment un élément intéressant pour la France, pour d'autres écosystèmes. Mais ensuite, je pense que aussi l'année dernière, la France a fait beaucoup de progrès en termes de chiffres, on a eu de la preuve. C'est pendant, je pense que c'était à peu près toute l'année en fait, où la France était le pays où il y avait le plus de levées de fonds dans toute l'Europe, y compris Israël. Donc devant l'Angleterre, devant Israël. C'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a quelques années. Je parle en termes de levée de fonds, pas en termes de montant levé. Et en termes de montant, on a fait notre gros pic pendant le mois de novembre avec plus de 300 millions levés sur un seul mois. Donc ça, c'est des choses, voilà. Donc je pense que l'écosystème est vraiment en train d'avancer. Qu'est-ce que vous pensez de la French Tech? Sur quel niveau? Non, la French Tech, je pense qu'il y a la French Tech fait beaucoup de choses donc déjà. Je trouve ça génial au niveau visibilité. Je pense que ce qui peut être un peu compliqué à comprendre, c'est pourquoi quand on regarde la carte de la France, il y a la French Tech un peu partout et on a du mal à comprendre où il faut vraiment se concentrer. Mais après, je vois qu'aujourd'hui, par exemple, moi je souhaite contacter des entrepreneurs en Italie, en Afrique du Sud. Enfin, le réseau French Tech le permet vraiment. Et après, moi je suis un énorme fan de French Tech Ticket, le programme qu'ils ont créé pour attirer des entrepreneurs étrangers en France. Et je vois qu'aujourd'hui, avec le Brexit, avec Donald Trump, c'est la France qui, peut-être avec ça, peut prendre un peu d'avance sur les autres. Ouais. Merci, Monsieur Trump. Et c'est sympa, la French Tech, ça a permis à des ministres qui l'ont orchestré de lancer des fonds. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes, on a un peu de mal à tout déchiffrer, mais il y a une bonne coordination quand même. Mais il y a le French Tech, il y a le BP, il y a les finances, il y a tout. Mais tout le monde se coordonne assez bien. Ouais. On a fait des séances, des workshops ensemble, et chacun a un rôle complémentaire, et ça, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même. Oui, et je pense aussi ce qu'on a vu avec la French Tech, c'est qu'aujourd'hui les ministres sont vraiment à l'écoute de l'écosystème. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 3-4 ans. Exact. C'est l'avenir, hein. C'est ça, l'innovation technologique et autres. D'autres questions? On va continuer autour du bar, avec encore un verre de vin. Vous n'avez pas encore pu en profiter. Donc on vous remercie infiniment d'être venus. Et je voulais vous offrir notre grande œuvre de la Chambre de commerce suédoise en France qu'on a fait à l'occasion de notre centenaire. Ça couvre justement les 100 ans, incluant l'année du centenaire. Super. Et elle vient d'être publiée il y a quelques mois. Et là, vous avez, par exemple, c'est en fait la saga des entreprises suédoises en France et la coopération franco-suédoise en France pendant 100 ans. Et c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi, au début, il y a quelques mots sur l'amitié et les relations franco-suédoises, des personnalités qui se connaissent très bien. Et il y a quelques chapitres à la fin. Et il y a notamment la dernière chapitre, c'est l'avenir, avec la présidente ou la directrice de la Chambre de commerce à Stockholm, que j'aimerais beaucoup vous faire rencontrer, avec Sabine elle aussi. On va essayer d'organiser quelque chose. Super, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, je vais me présenter davantage. Je suis le président d'un écosystème qui s'appelle Silver Valley. On a écrit sur scène. On se spécialise sur l'accélération de l'innovation dans le domaine des startups qui travaillent dans le bien vieillir. Le vieillissement. Silver Valley. C'est Silicon Valley en remplaçant le titre. Voilà. Donc, comme on est
voisins et qu'on sera voisins de retour parce qu'on est tout près, ça peut valoir le coup d'échanger. Et puis, ça vous embête si on se fait un petit selfie pour communiquer sur les deux. Bonsoir. Bonsoir. C'est jamais. En fait, moi j'étais conseiller de ministre à l'époque de la French Tech, justement. J'écoutais avec attention ce que vous dites. Non, mais c'est très bien. Donc maintenant, je représente la Clavister, on fait de la sécurité informatique. Et du coup, je me demandais si vous avez commencé à sécuriser votre réseau. En effet. Je pense qu'on peut. En fait, j'essaie de développer justement tout ce qui est programmation. L'éducation, etc. Entreprises éducatives. Donc l'idée, ça serait de pouvoir se rencontrer. Vous êtes basé où? Aujourd'hui, on est chez Free, mais j'ai quelqu'un dans mon équipe qui gère tous ces sujets-là. Non, mais déjà, on pourra se rencontrer sur Paris, pouvoir discuter de tout ça. Il y a d'autres projets, l'école 40 qui m'intéresse. Super. Moi, je suis issu de l'école d'ingénieur. Ma concurrente. Super, merci. Ça Je m'appelle Fabrice. Je viens de la société Kinaps, si vous me connaissez. Ça me dit quelque chose. Mais manager d'espace de vie pour les entreprises, manager de bureau, de manière totalement opportuniste. Vous arrivez pas. J'essaie. En fait, j'ai quitté le monde de l'aménagement, je suis revenu il y a quelques mois, et du coup, je me suis de nouveau réintéressé au projet d'ampleur. Et c'est vrai que du coup, je fais de manière totalement opportuniste, parce que nous, on travaille beaucoup avec la CCF. CCF étant entreprise suédoise, j'imagine que pour la station F. On est assez bien avancé sur ce sujet. En revanche, on a d'autres projets, donc je vous donne ma carte. On a des projets d'extension. Parce que vous avez évoqué du mobilier sur mesure pour. On a d'autres. Ouais. On travaille par contre les architectes chez nous, c'est Villemach. Ouais, tout à fait, bien sûr. Eux, ils ont proposé beaucoup de mobilier pour chez nous. Mais sinon, on travaille beaucoup avec des produits faits par des startups aussi. D'accord. Tout nous intéresse. Ok, génial. Si on a d'autres projets. Avec plaisir alors. Merci. Félicitations, c'est un super projet. C'est un Merci vraiment pour la présentation. Avec plaisir. Je suis désolé, je te dois assez rapidement et puis on a même un peu moi j'aimerais beaucoup alors déjà deux choses. Une pour moi en fait, ce que tu as vu, je m'intéresse surtout à la next step en fait des startups parce que je suis pas un entrepreneur encore. Par contre je sais que je pourrais les aider à ce moment-là. Et c'est par contre j'ai besoin je cherche des infos auprès de gens qui connaissent bien cet environnement et ce milieu-là. Donc si tu avais un petit truc dans ton agenda dans les semaines à venir pour qu'on se voit, je te remercierais beaucoup par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais beaucoup te mettre en contact avec les personnes qui